et du travail, plutôt du chômage des jeunes, de Pôle emploi, etc. Et comme d'habitude avec moi, on retrouve Clément. Bonsoir. Clément. Comment ça va ? Pas mal. Parfait. Et Johan. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va pas mal. Et une fois n'est pas coutume, on a deux invités, Laurent et Flore. Flore, est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc Flore Janico, je suis conseillère à l'emploi, donc à Pôle emploi. Ce soir, on est là avec mon collègue en tant que représentant aussi du syndicat CGT, voilà, pour Pôle emploi. Et moi, j'interviens plutôt au niveau du placement, c'est-à-dire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. D'accord. Et toi, Laurent ? Bonjour à tous, donc Laurent Pripin, je suis délégué syndical à la CGT avant tout, et aussi conseiller en gestion des droits à Pôle emploi. Donc tout ce qui concerne l'assurance chômage, entre autres. D'accord. Et est-ce que, pour commencer cette émission, vous pouvez nous expliquer comment fonctionne Pôle emploi et l'assurance chômage ? Tout à fait. Alors Pôle emploi, il faut savoir que c'est un établissement public administratif qui est sous la tutelle du ministère du Travail. Pôle emploi n'est pas tout vieux, au contraire, c'est plutôt jeune, puisque Pôle emploi a été créé le 1er janvier 2009. Sous Sarkozy. Sous, effectivement, Nicolas Sarkozy, né de la fusion de la NPE et de la CEDIC. Voilà, donc D'accord. Ça c'est pour l'histoire de Pôle emploi. Donc à quoi ça sert Pôle emploi finalement ? Alors, Pôle emploi, on s'inscrit comme demandeur d'emploi. C'est pour toute personne à la recherche effective d'un emploi et aussi pour percevoir des allocations de chômage quand on perd un emploi salarié sous certaines conditions. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr. Voilà. À savoir que il n'y a pas que ces deux activités-là. Il faut aussi penser aux offres d'emploi. Donc, on est aussi en démarche de recherche d'offres d'emploi auprès des employeurs et d'accompagner les employeurs à recruter des salariés. D'accord. Donc, en fait, deux missions, accompagner des gens qui cherchent du travail et de fournir une allocation, l'ARE. Voilà. Et trouver des salariés pour les employeurs. Donc, c'est trois missions. Trois missions, d'accord. Je pense que c'est un peu ce qui nous intéresse le plus. Comment on fait pour toucher cette ARE quand même ? C'est ça qu'on veut. D'accord. Alors, pour pouvoir percevoir cette allocation d'aide au retour à l'emploi, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, qui n'a pas toujours eu ce nom-là auparavant, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, elle ne peut être versée que si déjà on est inscrit comme demandeur d'emploi. D'accord. Donc, à Pôle emploi, pour pouvoir s'inscrire, on ne peut s'inscrire uniquement par Internet. Voilà. À savoir que aujourd'hui, on est sur du 100% numérique. On essaye d'être sur du 100% numérique à Pôle emploi. C'est le virage qu'on nous demande de faire. Ce qui n'est pas toujours adapté au public que l'on a, puisqu'il y a des gens qui sont incapables d'utiliser Internet ou des gens qui ne savent pas lire le français. Donc, c'est très difficile d'aller s'inscrire sur Internet. D'accord. Mais ça coûte pas cher Internet, c'est bien pour ça. Tout à fait. C'est le but. Je pense qu'on y reviendra aussi. Et ça demande moins de main d'œuvre. Et voilà. Sauf quand ça bug. Enfin bon, on va pas commencer. C'est ça. On peut d'ailleurs commencer par là. Étudiant, je sors du lycée, je me retrouve au chômage, j'y connais absolument rien. Qu'est-ce que je fais donc ? Alors, du coup, comme Laurent vient de l'expliquer, aujourd'hui, la voie unique pour l'inscription, c'est le passage par pôle emploi.fr, qui est le site de Pôle emploi, et qui permet effectivement de s'inscrire en ligne et que l'inscription donc soit effective dès le moment où on remplit le déroulé de l'inscription sur Internet. C'est le seul moyen aujourd'hui pour s'inscrire. Alors après, il y a un entretien qui va suivre une fois qu'on est inscrit, si on s'inscrit pour la première fois, dans le cas de figure. Si on est déjà inscrit, si on a déjà été inscrit sur des périodes plus anciennes, on peut retrouver directement en fait le conseiller qui nous avait déjà suivis sur des périodes précédentes. Et là, il n'y a pas forcément systématiquement un entretien qui suit l'inscription. Ça va être éventuellement au demandeur d'aller en faire la demande auprès du conseiller. Alors, si je peux me permettre, je vais réintervenir aussi là-dessus. Effectivement, donc l'inscription, on sort de ses études, on recherche un emploi parce que on n'a pas trouvé d'emploi tout de suite. Pôle emploi est là pour vous aider effectivement à retrouver un emploi, pour vous aider à retrouver un emploi. Il n'est pas là pour vous trouver un emploi. Ça, c'est important. C'est pas Pôle emploi qui trouve un emploi à votre place.
Les gens sont en démarche de recherche d'emploi et nous, on est là pour apporter toute l'aide qu'on peut. D'accord. On parlait d'étudiants qui sortent des études et qui essayent de trouver un boulot, mais est-ce qu'on peut s'inscrire à Pôle emploi alors qu'on est étudiant ? Alors effectivement, il y a des cas où on peut être étudiant et puis avoir besoin de travailler aussi en parallèle. C'est fréquent d'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent. Ouais. Je crois que c'est donc, plus de la moitié, je ne sais même pas si c'est pas 80%. Ouais, alors là, moi, je n'ai pas têtes. effectivement les chiffres, mais je pense que ça représente un certain nombre de personnes. On peut donc s'inscrire effectivement en étant étudiant. À partir du moment, en fait, ce qui justifie l'inscription, c'est qu'on soit effectivement à la recherche d'un emploi. Donc on peut rechercher un emploi temporaire, partiel, saisonnier. Et pouvoir s'inscrire à Pôle emploi dans ce cadre-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut, quand on est étudiant, on peut s'inscrire à Pôle emploi pour trouver un travail d'été, par exemple. Pour trouver, par exemple, un travail d'été ou pour trouver un emploi en parallèle de ses études, c'est envisageable. D'accord. Après, effectivement, voilà, comme disait aussi Laurent tout à l'heure, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire qu'on peut, dans certains cas, avoir déjà travaillé, par exemple, sur des jobs d'été, avoir travaillé plusieurs étés de suite, et dans certains cas, pouvoir ouvrir droit à une allocation chômage au titre de ces emplois-là. Donc ça, voilà, parfait parce que je pense ça va être intéressant. On va en reparler, voilà. Mais finalement, quels sont nos droits au chômage quels sont les droits au chômage, et notamment quand on est jeune? Ça dépend quand on est jeune. A travaillé ou pas. Voilà, ça dépend. Quand on n'a jamais travaillé. Quand on n'a jamais travaillé, on n'a pas de possibilité d'avoir d'allocation chômage puisqu'on n'a pas cotisé en fait au régime d'allocation chômage. Et ouais. Voilà. Donc il faut trouver d'autres. Si on a moins de 26 ans, on n'a pas non plus le RSA, donc on n'a plus qu'à prier bien fort que papa et maman compliqué. Nous aient des petites cuillères en or à nous mettre Alors, dans la bouche. Il existe aussi, voilà, on verra, on en reparlera peut-être. Il y a aussi d'autres interlocuteurs et d'autres personnes qui peuvent aussi accompagner les jeunes dans la recherche d'emploi ou dans un parcours socio-professionnel. Par exemple, missions locales notamment. Les missions locales. Qu'est-ce que c'est ? Alors les missions locales sont un acteur en fait pour le coup local. Les missions locales en fait elles ont une mission de service public. Ça existe depuis 1982. Ce sont des structures en fait à base associative qui sont financées par les collectivités territoriales, mais aussi les collectivités locales, territoriales, la région, une partie par l'État, et dont la mission en fait est d'accompagner de façon professionnelle sur l'accompagnement social et la citoyenneté les jeunes qui sont sortis du système scolaire, donc les 16-25 prioritairement, et les missions locales sont des partenaires de Pôle emploi notamment, puisqu'on a aussi un accord de ce qu'on appelle de co-traitance avec eux pour l'accompagnement justement des jeunes. D'accord. Donc on est amené nous orienter des jeunes vers la mission locale, mais les jeunes peuvent aussi aller vers la mission locale sans être passé par Pôle emploi. Comment faire du coup? On va les voir locales directement. À Clermont-Ferrand, ils sont boulevard Léon Jouot, donc vers le musée Roger Quillot, pour ceux qui connaissent, voilà, le nom de la ligne de tram. Ouais. Voilà. D'accord. Donc c'est une structure qui accueille tous les jeunes et on peut aller les voir pas que pour des problèmes d'emploi, ce qui est un peu la différence avec ce que nous on fait. Ils accompagnent aussi sur le logement, sur la santé, sur la citoyenneté, sur des tas de choses. D'accord. Voilà. Donc on a dit pas de droit si on n'a jamais travaillé. À partir du moment où on enchaîne des CDD, des missions d'intérim, à partir de quand on a des droits au chômage? Alors oui, pour pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage, il faut avoir minimum cotisé l'équivalent de 4 mois de travail. Je dis bien l'équivalent, puisque ce n'est pas obligatoirement 4 mois de travail consécutifs. Un seul contrat de 4 mois, ce n'est pas ce qu'on demande. Il faut avoir travaillé au moins 4 mois dans les 28 derniers mois. Équivalent temps plein, du coup. Voilà, qui précède le dernier contrat. Donc, dans ces 28 mois, si on trouve l'équivalent de 4 mois de travail, par exemple, un étudiant qui aurait travaillé sur 2 années de suite, 2 mois pendant l'été, donc juillet et août, 2 fois 2 mois, 4 mois de travail, donc il peut percevoir 4 mois d'allocation de chômage. Ça peut être pas mal quand on finit sa licence ou pour... Ça peut aider juste avant de retrouver un emploi, tout à fait. Ouais, d'accord. Mais du coup, la longueur de l'indemnité dépend aussi de la durée à laquelle on a cotisé. Voilà, c'est ça. Vous travaillez 4 mois, vous pouvez prétendre à 4 mois. Si vous avez travaillé 2 fois 3 mois, par exemple, les étés, donc 6 mois, vous pouvez prétendre à 6 mois d'allocation de chômage, en sachant qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 ans d'allocation de chômage. D'accord. Si je peux intervenir pour compléter ce que dit Laurent, parce que ça c'est drôlement important, on se rend compte souvent, et ça c'est aussi dû au mode d'inscription actuel par Internet, où les gens du coup sont assez seuls face à l'Internet.
ils doivent eux-mêmes remplir les expériences qu'ils ont eues et nous déclarer effectivement ces activités. Et on se rend compte souvent que justement des jeunes qui ont travaillé des fois un petit peu l'été comme ça, ils se disent non en fait peut-être ça va me servir à rien, j'ai pas le droit. Donc en fait ils le mettent pas, ils le notent pas. Et quelquefois, c'est un risque de passer à côté d'un droit qu'ils peuvent avoir, en fait. Donc ça, c'est très, très important. Quand il y a le déroulé de l'inscription, avez-vous travaillé de bien noter toutes ces expériences de travail, même si elles sont courtes, parce qu'on peut en tirer quelque chose en matière de droit à un moment donné. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment un tort de ne pas indiquer ces périodes de travail, même si c'est 1 semaine, même si c'est 3 semaines, si c'est 2 jours. Mis bout à bout, on peut peut-être arriver effectivement à ouvrir une allocation de chômage à un moment donné. Donc c'est hyper important d'indiquer toutes ces périodes d'emploi. Mais tout ça, oui, dis-moi Clément. Alors, j'ai une toute petite question, c'est que l'autre jour j'ai vu se mobiliser des jeunes qui travaillent pour la ville de Clermont-Ferrand, pour ne pas la nommer, qui sont vacataires, du coup, qui travaillent sans contrat de travail. Du coup, à côte à coup de 2 heures, c'est eux qui, grassement payés, s'occupent de nos enfants, à la sortie de l'école, à la cantine, tout ça. Comment ils font, eux? Il faut qu'ils comptent les heures une par une pour arriver à faire quelque chose qui est cumulé, fait un équivalent temps plein? Non. On ne fait pas un équivalent temps plein. Si vous avez travaillé 4 mois à 1 heure par jour, vous avez le droit à 4 mois d'allocation de chômage. Okay. Bon, désolé les gars et les filles, c'est pas pour cette fois. Mais par contre, le montant d'allocation de chômage sera calculé uniquement sur le salaire que vous avez eu. Donc effectivement, il ne sera pas très élevé du fait que vous avez travaillé qu'1 heure par jour. Voilà. À défaut de quelqu'un qui travaille à temps complet et qui, lui, percevra une allocation de chômage calculée sur son temps complet. Okay. Et peut-être justement pour aller dans ce sens-là, un message aussi peut-être à donner à des jeunes qui travaillent, ou que ce soit d'ailleurs, à la fin d'un contrat, même si c'est un contrat très court de quelques jours, l'employeur a l'obligation de fournir une attestation destinée à Pôle emploi. Alors ça, c'est un document qui est indispensable si nous, on veut pouvoir comptabiliser les heures. Et très souvent, là aussi, les gens ne pensent pas à le demander. Si l'employeur le fait pas, c'est une obligation légale de l'employeur. Donc, si l'employeur le donne pas, il faut le demander. Et il faut insister pour l'avoir, parce qu'il n'y a que grâce à ça qu'on pourra, nous, le comptabiliser. D'accord. Voilà. Et là où je m'offusque, mon cher Clément, c'est que tu me dis que des jeunes travaillent sans contrat. C'est pas normal. C'est ça. En fait, ils sont payés à l'heure. Tout travail doit avoir un contrat de travail. Et quand ils sont pas là, du coup, ils sont juste pas payés, mais qu'ils soient absents, qu'ils aient la flemme, qu'ils soient en grève, qu'ils soient cassés une jambe, ils touchent rien. Donc c'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que c'est un cas quand même extrêmement limite, mais qui est quand même utilisé par nos chères collectivités territoriales avec nos impôts, chers auditeurs. Tout à fait. Et c'est important. Je finirai juste en disant... Par contre, là, on sort du champ de Pôle emploi, puisque s'il n'y a pas de contrat de travail, c'est pas Pôle emploi qui est compétent là-dessus, ce sera plus l'inspection du travail. D'accord. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. Et je pense qu'on finira bien par les inviter un jour ou l'autre, tellement on en parle souvent. Mais on parle quand même là d'allocation pour des gens qui ont travaillé l'été, par exemple. Mais ça, c'est à condition qu'on recherche un travail. Bien sûr. Oui, la condition principale qui justifie votre inscription à Pôle emploi, ça c'est valable pour tout le monde, c'est d'être à la recherche effective d'un emploi. Voilà, ça peut être un emploi, comme on le disait, un temps partiel, un emploi saisonnier ou un emploi durable, temps plein, mais il faut cette condition-là. Donc pas si on a travaillé l'été et qu'on va à la fac pendant l'année sans chercher d'emploi. L'idée, c'est pas ça, effectivement, parce qu'il faut être disponible et pouvoir justifier qu'on fait aussi des actions de recherche d'emploi. Et c'était ma question suivante. Comment Pôle emploi vérifie qu'on cherche bien un travail ? À partir du moment où vous êtes inscrit, vous allez avoir un conseiller référent qui vous est attribué. Alors, suivant, il y a actuellement un système à Pôle emploi avec ce qu'on appelle des modalités de suivi, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas a priori toutes les personnes de la même façon. Il y a des gens qui ont besoin d'être vus souvent parce qu'ils sont en réorientation, qu'ils ont besoin d'un accompagnement fort sur la recherche. Donc ceux-là, on les voit plus souvent. Ceux qui sont très autonomes et qui se débrouillent beaucoup par eux-mêmes, on les voit moins souvent et c'est plutôt eux qui vont être en demande. On ne va pas forcément les convoquer. Mais dans l'absolu, tout demandeur a un conseiller qui peut solliciter et le conseiller va devoir aussi accompagner la personne, mais aussi vérifier que vous êtes vraiment actif et en recherche effective. Voilà. D'accord. Alors, oui, Clément. les conseillers, vous
vous avez le temps d'accompagner, vous avez les moyens d'accompagner vraiment les demandeurs d'emploi ou alors ça c'est une très bonne question. Là on touche un petit peu, je vais reprendre ma casquette plutôt plus CGT peut-être. Ouais. Moi je suis élue au CHSCT pour donc au niveau de Pôle Emploi. Donc le CHSCT s'occupe des conditions de travail, notamment le comité d'hygiène, hygiène, sécurité et conditions de travail. Donc on est là pour faire en sorte que les règles soient respectées et que les conditions de travail des collègues soient bonnes. Donc on se déplace dans les agences, on va voir comment ça se passe. Et effectivement, les nombreuses réorganisations qu'on a eues en interne ces dernières années font que nos conditions de travail ont beaucoup évolué, pas toujours dans le bon sens. Et notamment, pas souvent. Pas souvent. Je ne vais pas non plus être totalement négative, mais non, ces dernières années, c'est pas souvent pour le coup. Et voilà. Après. Nos conditions de travail, notamment le volume, ce qu'on appelle des portefeuilles, c'est-à-dire qu'on parle de portefeuille pour savoir combien de personnes on est censé accompagner en tant que conseiller. Il est souvent très très important. Et effectivement, si on prend des données factuelles, quand on a 250 personnes en suivi, voire plus, on ne peut pas matériellement voir régulièrement toutes les personnes. Donc ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, nous, on voudrait bien très souvent faire plus de qualité peut-être, recevoir les gens dans de meilleures conditions, pouvoir les voir rapidement quand ils nous sollicitent. On ne peut pas toujours le faire. Il n'y a pas d'argent, c'est la crise, comme on dit quand on est donc on fait riche patron. C'est ça. Au mieux de ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on nous donne, effectivement, quelquefois. Par rapport aux autres pays, alors il me semble que j'avais cru lire que la France était un des pays où les conseillers avaient le plus de portefeuille, il y avait le plus de dossiers, il y avait le plus de demandeurs d'emploi par conseiller. C'est toujours le cas. Après, alors moi, j'ai pas forcément tous les éléments précis sur comment ça se passe sur les autres pays. Il y a des systèmes très différents d'un pays à l'autre sur l'accompagnement des demandeurs. Je pense qu'effectivement, on a de toute façon des portefeuilles qui sont bien au-delà de ce qui était normalement, de ce qui devrait être. Ce qui est défini, en fait, nous, dans notre cadre de travail. Voilà, quand les portefeuilles ont été créés, on avait dit ça dépassera pas tant dans telle modalité. On a toujours été au-dessus. Et aujourd'hui, la question des modalités de suivi, elle sera peut-être revue, mais ça reste une difficulté. Alors, on nous dit que des fois, le chômage diminue, qu'il faut être moins nombreux, mais dans la réalité, nous, on voit pas toujours ça, quoi. Ouais. Voilà. Et Laurent, tu veux compléter ? Oui, tout à fait, puisqu'en effet, ça fait partie d'une des revendications de la CGT Pôle emploi, puisque pour nous, on n'est pas suffisamment, effectivement, à gérer tous ces portefeuilles de demandeurs d'emploi, entre autres, et de plus en plus, les agences se retrouvent, on va dire, dépoilées de ces conseillers. Aujourd'hui, on est en plus sous la coupe du ministère du Travail qui impose notre direction générale à vouloir supprimer 4000 postes. Donc allons-y. Il faut savoir qu'on a des portefeuilles qui dépassent quand même les plus de 1000 demandeurs d'emploi. Pour certains conseillers. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc, alors si c'est pas tout ça. Pôle emploi ne vous reconnaît pas, c'est que vous êtes un parmi 1000. C'est bien normal, du coup. On va se faire. On reprend le débat après une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu nous as prévu, Jojo ? Alors, je vais vous passer le morceau de Ludwig von 88 qui s'appelle 30 millions d'amis. C'est une petite dédicace au bastion social. Allez, on y reviendra. D'abeilles, il y a parmi nous plein de kangourous. Hop, hop, hop. Il y a dans la mare de tout petits canards. Ouin, ouin, ouin. Il y a des gros matous. Il y a des éléphants. Il y a des toutous. Et même des ours blancs. Et tous tendent le cou pour montrer leur belle dent. Pour montrer leur belle dent, ratataplan. Il y a dans le ciel des milliers d'abeilles. Il y a parmi nous plein de kangourous. Il y a dans la mare de tout petits canards. Il y a des gros matous. Il y a des éléphants. Il y a des toutous. Et même des ours blancs. Pour montrer leur belle dent, pour montrer
kangourous. Il y a dans la mare de tout petit canard. Il y a des gros matous, il y a des éléphants, il y a des petits toutous, et même des ours blancs. Et tous ont le coup pour montrer leur belle dent, pour montrer leur belle dent à sa blanc. Des sous, et oui, c'est pour ça que nous sommes avec Flore et Laurent qui sont conseillers Pôle emploi. Vous êtes toujours sur l'Allume-Feu 93.3. Du coup, on avait un petit débat un peu intéressant sur qu'est-ce que c'est que Pôle emploi, à quoi ça sert, comment on y travaille. Je vais repasser la parole à Théo pour une nouvelle. Qui s'est toujours pas présenté en fait. À chaque fois, j'oublie de me présenter en début d'émission. C'est cool. Présenté, on ne peut jamais se présenter. Donc, Théo, voilà, vous connaissez sa voix, vous écoutez chaque mercredi, chaque troisième mercredi du mois, exprès pour ça. Et ben, il est là. C'est lui. Eh ben, on va se faire un petit peu d'autodéfense populaire sur des arguments qu'on entend rabâchés par le MEDEF, par le gouvernement, par la droite, pour en gros dire que c'est la faute des chômeurs quand même. S'ils trouvent pas d'emploi et qu'on ne devrait pas les aider. On a pris 4 arguments et Clément, Flore et Laurent vont m'aider un petit peu à y répondre. Premier argument, quand même le plus classique, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour payer le chômage. Ouais, ça coûte trop cher, ma pauvre dame. Alors, c'est vrai, il n'y a pas d'argent, Clément ou Laurent? Eh ben, à Pôle emploi, il y en a de moins en moins, je dirais, puisque Pôle emploi, il y en a plus. Ouais, ça fait encore partie de nos revendications aussi à la CGT Pôle emploi, puisqu'effectivement, encore une fois, le ministère du Travail veut qu'on fasse des économies budgétaires et sur Pôle emploi, sur le fonctionnement. Donc, d'accord. Pourquoi les suppressions, entre autres, mais aussi sur l'assurance chômage. Donc, il faut faire des économies sur l'assurance chômage, donc payer moins d'allocations de chômage. Voilà. Encore une fois, c'est encore la faute des demandeurs d'emploi. Ah là là. Ah, d'accord, mais là, du coup, c'est vrai. Là, on contourne un peu. Là, on peut nous dire, on contourne un peu la question. Est-ce qu'il n'y a pas d'argent, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas d'argent? Est-ce que c'est vrai? Eh ben, l'argent, il est censé venir d'où? Normalement, il est censé venir des cotisations sociales. Tout à fait. Donc, en fait, si tout le monde payait bien ses cotisations sociales plutôt que d'avoir des allègements tout le temps, et que ce soit la seule mesure du gouvernement pour lutter contre le chômage, normalement, on aurait de quoi indemniser correctement tout le monde. Ouais, mais arrête, mais alors le pognon de dingue qu'on gaspille. D'accord, donc augmenter les cotisations. Enfin, juste les rétablir. Les rétablir, les augmenter. Il y a un bug. C'est qu'aujourd'hui, la cotisation d'assurance chômage disparaît depuis le 1er octobre. Et voilà, tant pis. Qui a été remplacé par... Voilà. Eh ben, on perd 2,4% d'assurance chômage, de cotisation d'assurance chômage, pardon, voilà, qui est enlevé du bulletin de salaire. Donc, on devrait gagner plus, normalement, puisqu'on enlève moins de cotisations sur le bulletin de salaire. Et oui. Mais c'est pas tout à fait le cas, puisqu'on rajoute 1,7% dans la CSG. Donc en fait, l'augmentation du pouvoir d'achat, je mets des guillemets avec les doigts, vous le voyez pas à la radio, en fait ça serait de 0,7 et en contrepartie par contre on appauvrit Pôle emploi et tout le service d'aide au retour à l'emploi et l'indemnisation si j'ai bien compris. Tout à fait. Mais si vous voulez la question de passer des cotisations à la CSG, on en parlera dans la dernière partie, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faudra aborder. Okay. Donc on a dit, on augmenterait les cotisations pour payer le chômage, mais on va donner un autre argument du coup. Mais pourtant, si on baisse les cotisations sur le chômage, les entreprises pourront embaucher, c'est gagnant-gagnant. Tu fais vachement bien le mec de droite quand même. Je l'ai fait toute ma vie. Moi là, je trouve que tu as un discours du MEDEF qui demande sans arrêt à ce qu'on baisse les cotisations salariales, effectivement, pour pouvoir embaucher plus. Ouais, c'est ça qu'ils disent, oui. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Mais non, forcément non. Ah, mais c'est pour ça qu'on est 9 millions de précaires alors. Tout à fait. Ok, d'accord, tout s'explique. Alors un exemple. Mais l'argent on l'a. Je suis désolé, l'argent on l'a. Puisqu'on a les grosses entreprises qui amassent toujours de plus en plus d'argent et qui ne le redistribuent pas. Ah, voilà. C'est donc ces fumiers de capitalistes, encore une fois. Tu vois, à chaque émission, on en arrive toujours à la même conclusion quand même. C'est-à-dire que, bon, à mon avis, je crois qu'il y a quelques actionnaires qui se gavent un peu trop et qui ferait mieux de faire croquer un petit peu. Effectivement. On se souvient du CICE et du badge 1 million d'emplois contre 40 milliards d'aides. On n'a pas vu les 1 million d'emplois. Donc,
Bref, donner plus d'argent aux entrepreneurs, c'est un acte de foi, quoi. Sinon, autre argument, c'est qu'il y a beaucoup trop d'emplois non pourvus. Les chômeurs, s'ils sont au chômage, c'est qu'ils sont fainéants, ils n'ont pas envie de travailler. Ça, oui. Alors ça, c'est... Oui. Je dis ça, c'est vraiment l'argument qu'on entend toujours de culpabilisation des chômeurs. Alors on l'a entendu il n'y a pas très très longtemps, notre président a eu des mots par rapport à ça en parlant de traverser la rue. Voilà. Attention aux voitures. Voilà, là, on résume le marché de l'emploi en 2 mots, alors qu'on sait bien que le marché de l'emploi, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Il y a tout un tas de mécanismes qui entrent en œuvre et ce serait bien trop simpliste de résumer les choses en 2 mots. On a oublié aussi... Enfin, notre président aussi a oublié de parler de la mission de Pôle emploi qui est aussi d'accompagner sur les projets professionnels et les projets d'évolution professionnelle des personnes. Il y a aussi des directives européennes dans ce sens-là. Et on est complètement inscrit là-dedans. Et ça, on a l'impression que tout à coup, ça a été oublié. Et voilà, ça, l'idée, c'est l'inverse, de prendre le premier boulot venu. Exactement, parce que voilà, ce qu'on appelle, nous, le conseil en évolution professionnelle, qui est vraiment qui devrait être un peu le cœur de ce qu'on met dans notre métier, c'est vraiment partir du projet de la personne et de l'amener là où elle veut. Alors, bien sûr, en tenant compte d'une certaine forme de réalité du marché et des possibilités, mais c'est quand même la personne au centre de la démarche. Et là, c'est pas du tout ce qu'on nous dit quand on nous dit, ben voilà, passer d'un métier à un autre comme ça. D'accord. Effectivement, bon, après, tu peux peut-être parler des mutations là du marché du travail aussi. Oui, tout à fait, parce que c'est pas le seul facteur non plus. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de métiers qui changent aussi. Je vais prendre l'exemple. Avant, on travaillait en usine, on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans une usine pour faire différentes tâches. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de robotisation et le besoin de moins de main-d'œuvre. Mais beaucoup plus qualifié, du coup. Mais beaucoup plus qualifié, puisque maintenant, on a besoin de personnes pour s'occuper non seulement de créer ces robots, de la maintenance de ces robots et de les utiliser aussi. Donc c'est le métier qui change en fait. Et du coup ça demande de la formation forcément et de pouvoir se réorienter professionnellement. Oui, là je vais quitter ma casquette du mec de droite pour dire quelque chose. On est bien d'accord, il y a la robotisation. Mais qui dit robotisation dit besoin de moins de main-d'œuvre pour la même production. Donc le travail s'en va finalement. Le travail s'en va ailleurs, effectivement. Non, mais il y a moins besoin de travail. Je dirais pas ailleurs, à l'étranger. Non, mais il y a moins besoin de travail quand même. C'est pas qu'une histoire de mutation. Pas moins besoin de travail, puisqu'il y a de nouvelles activités qui se créent justement autour de cette robotisation ou autour de la création, bien sûr, puisque, alors, autant... si on avait besoin de 30 personnes sur une chaîne, on n'aura pas besoin de 30 personnes pour créer un robot. Oui, voilà, il me semble bien. Tout à fait. Mais par contre, derrière ça, il y a d'autres métiers derrière qui sont autres, puisque les robots, ça demande des compositions, des composants électroniques, ainsi de suite. Il faut aller les créer ailleurs aussi, dans une autre entreprise. Donc c'est toute une mutation différente. Et il y a des métiers aujourd'hui où on a du mal à trouver des emplois. Des salariés, du moins. Des gens pour y aller. Mais du coup, qui ne ressent pas... parce qu'on sort toujours le coût des offres dans l'hôtellerie qui ne sont jamais pourvues, parce que les gens ne veulent pas travailler 60 heures par semaine pour un salaire de 40 euros. Tout à fait. Du coup, parce que c'est plus cet exemple-là qu'on nous sort à la télé quand même en général. Et j'avais cru voir que donc des publications de la CGT qui disaient qu'en plus, dans ces offres-là, dans ce chiffre, alors je ne sais plus, c'était 600 000, je crois, offres non pourvues, qu'en fait, il y en avait quasiment la moitié qui étaient des offres un petit peu bidons, ou alors, quelquefois, même des offres qui seraient illégales, donc ce qui expliquerait pourquoi les demandeurs d'emploi les refuseraient, parce que voilà, il y aurait des conditions de travail qui ne seraient pas conformes au code du travail. C'est une réalité, enfin, à mon sens, il y a une réalité aussi, c'est qu'effectivement, il y a quand même certains métiers
où les conditions de travail sont compliquées. Enfin, voilà, ça existe réellement. Et on peut entendre à un moment donné que les gens n'aient pas envie forcément d'aller sur ces postes-là. Quand il faut, alors notamment, je pense sur des grandes villes, c'est le cas par exemple sur Paris, là dans l'hôtellerie. Quand on a des métiers avec des postes en coupure, où on travaille un peu le matin, où on revient, quand on ne peut pas se loger sur place et qu'on doit habiter en banlieue à 1 heure, c'est très très compliqué. Donc il y a aussi des effets comme ça qui peuvent venir se superposer aussi sur des difficultés comme ça du marché du travail. Il y a tout à fait des employeurs qui ne respectent pas non plus les conditions de travail. Donc les gens forcément ne veulent pas y aller travailler dans ce genre d'emploi. Vous avez aussi des emplois qui sont très mal payés, forcément, où ils sont payés à ras des pâquerettes, et du coup, au vu de l'activité qu'ils font, les gens jugent effectivement qu'ils ne sont pas suffisamment payés par rapport à cette activité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter. Excuse-moi Clément, vas-y. Donc, si je comprends bien, en fait, faudrait faire passer le message à Macron que c'est pas juste en abaissant le coût du travail, je mets encore des guillemets invisibles, et en cassant les conditions de travail qu'on va résorber le chômage. C'est l'inverse, c'est-à-dire c'est en donnant des rémunérations qui sont justes et des conditions de travail qui sont décentes qu'on va pouvoir permettre que certains postes non pourvus deviennent pourvus. Parce que si donc, on Manu, veut, t'as tout faux, Manu. C'est ça. Si on veut amener des gens sur des métiers qui sont, je prends le secteur de l'aide à la personne. Enfin, on en parle beaucoup à l'heure actuelle. Voilà, on dit secteur en évolution avec des besoins d'embauche. Mais là aussi, ça reste des secteurs où les gens sont pas forcément sur des niveaux de salaire très très élevés. C'est des métiers qui sont durs en soi, enfin, qui demandent. Alors, on va vers plus de qualification aujourd'hui sur ces métiers-là, et c'est plutôt une bonne chose, parce que peut-être que ça va permettre, voilà, collectivement, d'avoir aussi une revendication sur des niveaux de salaire et de conditions de travail. Mais ça reste encore très difficile. C'est beaucoup de temps partiel, c'est des trajets qui sont pas pris en compte. Donc, les gens qui vont sur ces métiers-là sont des fois, alors comme c'était des métiers peu qualifiés, c'est des gens des fois eux-mêmes en difficulté, donc qui sont des fois encore plus en difficulté après quand ils prennent ces activités. Donc je pense qu'il y a toute une... Enfin, c'est repenser globalement peut-être des choses de façon plus large au niveau de la société qu'on veut avoir aussi demain, et qu'est-ce qu'on veut faire de ces métiers du service, de l'accompagnement des enfants, des personnes handicapées, qui sont des métiers plutôt à forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, c'est pas traité de cette façon-là. Voilà, on l'a vu encore là sur les questions des travailleurs, des accompagnateurs d'enfants handicapés, où voilà, on met clairement pas les moyens des revalorisations. Et du coup, ça va permettre d'avancer vers les revendications de la CGT. On a commencé à parler de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire le chômage. Première proposition, améliorer les conditions de travail et augmenter les salaires. J'avais lu... Voilà. Sinon, quelles sont les autres revendications de la CGT en matière de chômage ? Alors, une revendication de la CGT, mais de la CGT dans son ensemble, je dirais pas c'est que de la CGT Pôle emploi, c'est de passer le travail à 32 heures. D'accord. Alors, c'est peut-être pas une fin en soi, mais on cherche depuis des années des solutions. On a voulu passer de 39 heures à 35 heures. Ça n'a pas créé d'emploi. Les employeurs n'ont pas embauché pour autant, mais ont donné des congés supplémentaires aux salariés qui, éventuellement, travaillaient toujours autant pour compenser de 35 à 39 heures. Donc, forcément, aujourd'hui, on n'y croit plus. Mais quel meilleur moyen que de baisser encore le nombre d'heures de travail et, du coup, de répartir le travail. De compenser, en fait, l'augmentation de la productivité qu'on disait tout à l'heure par salarié, en, du coup, diminuant... ça paraît limpide, Emmanuel. Écoute notre émission, de faire n'importe quoi. Là, Clément, limite, je suis pas d'accord avec ça, parce que je comprends pas. Donc, là, tu es en train de nous dire que 39 heures à 35 heures, ça n'a pas créé de travail. Par contre, 35 à 32, ça va en créer. Bien sûr, puisque là, ça nous permettrait de répartir le travail entre toutes les personnes. Les 5 heures de travail, vous prenez 2 personnes, enfin pas 2 personnes, pardon, mais pour, je vais dire, 3 heures de moins de travail. 3 heures de moins de travail, ça crée, donc pour 10 personnes, ça crée un poste. Voilà. Donc il suffit de compter le nombre de salariés en France aujourd'hui.
Parce que moi, il me semble que dans cet argument, j'avais trois choses qui revenaient. C'est qu'effectivement, de 39 à 35, c'était déjà 35 heures. Au moment où ça a été fait sous Mitterrand, il y avait déjà plein de secteurs qui étaient à 35 heures. Sinon, dans plein d'autres secteurs, c'est resté à 39 heures effectives. Et que, en fait, finalement, c'est qu'on n'a pas assez baissé. Il fallait y aller plus fort pour que ça fonctionne. Certainement. Et le gros souci aujourd'hui, c'est aussi, il faut que les employeurs le veuillent. Ouais. C'est le gros problème. Le jeu, en fait, d'embaucher au lieu de faire cravacher tout le monde. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a ressenti, c'est qu'on a cravaché plus, qu'on est plus fatigué, qu'on est plus sollicité, qu'on est moins nombreux. Tout à fait. Et en fait, ils ont compensé en fait comme ça, quoi. Il faut savoir qu'en France, effectivement, on a baissé le nombre d'heures de travail, mais on a encore plus de productivité qu'avant. Donc, voilà, en travaillant moins, on produit encore plus. Et aujourd'hui, on est le pays européen qui produit le plus. Donc en fait, baisser le temps de travail, ça doit s'accompagner d'une surveillance sur le respect des conditions de travail, que ça ne doit pas s'accompagner d'une augmentation du travail par heure. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Par ça, quoi, pour que ça fonctionne. Donc du coup, il va falloir encore que les capitalistes rendent de gorge. Mais on y revient toujours. Hein. C'est quand même fou. Hein. On a beau parler de travail tranquillou et on parle de Pôle emploi, et forcément, il y a un moment donné, il va falloir que les capitalistes passent à la caisse. Voilà. Tout à fait. Quelles autres revendications de la CGT pour le chômage, enfin pour réduire le chômage? Alors aujourd'hui, la CGT Pôle emploi, elle revendique autre chose. Hein, mais pour réduire... Si tu veux, on en parlera juste après. Promis, on parlera des revendications de la CGT Pôle emploi. Mais de la CGT en général, il me semblait qu'il y avait des questions sur la formation. Tout à fait. La formation aujourd'hui, on ne forme pas suffisamment de gens. On ne nous donne pas les moyens de former suffisamment de gens. Aujourd'hui, on prend en charge quelques formations, mais pas la totalité des formations. Demain, quelqu'un qui est certain d'avoir un emploi et qui a besoin de se former pour avoir cet emploi-là, on ne lui laisse pas obligatoirement la chance de se former, puisqu'on ne prendra pas obligatoirement en charge sa formation. Je prends un exemple. Si demain, la personne veut un emploi de frigoriste, par exemple, il aura un emploi parce que c'est un métier qui est très recherché aujourd'hui et qu'on va prendre en charge, ou de climatiseur, par exemple. Par contre, si c'est une personne qui recherche un emploi de chauffeur poids lourd, ben, il n'aura pas de formation parce que c'est pas un métier, on va dire, où il y a besoin énormément de main-d'œuvre, du fait qu'on trouve facilement des conducteurs routiers, même si demain, lui, il a un emploi, mais il lui manque juste le permis. D'accord. Voilà. Donc on fait... Par quel mécanisme on élargit le champ des formations ? Alors, le champ des formations, il faut savoir que c'est une négociation qui se fait toujours entre l'État, la région et Pôle emploi. Ouais. Et donc, c'est cette convention tripartite qui décide quel type de formation il faut financer ou non et quel type de formation on va prendre en charge. Alors, c'est vrai que la formation professionnelle, enfin les besoins de formation, en fait, les financeurs publics vont intervenir effectivement prioritairement par rapport aux besoins de formation identifiés, notamment sur des territoires, par rapport à des métiers qui sont plutôt dits en tension. Voilà, donc la logique, elle est plutôt là aujourd'hui, c'est de dire, effectivement, sur notre territoire, en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, on a des besoins, les besoins des entreprises sont plutôt sur ces domaines-là, donc on va prioritairement aller financer des formations dans ce secteur. La clé d'entrée actuellement, c'est quand même plutôt ça. Donc c'est toujours l'ajustement au marché du travail. Il y a quand même toujours cette idée salarié, d'ajustement au marché du travail. Voilà, ça c'est l'idée de la formation professionnelle continue. D'accord. Alors, ça peut se tenir d'une certaine façon. Bon, après on peut aussi se questionner. Dans un contexte d'austérité où ça sert à restreindre des budgets. En fait. Voilà, ça peut aussi. Et puis on peut aussi imaginer que ça bloque aussi des projets individuels. Voilà. Et sinon, j'avais aussi une petite question. On voit, notamment à la télé, tout ça, des reportages où on voit que Pôle emploi est concurrencé aussi par des concurrents privés sur ses missions, les boîtes d'intérim, tout ça, etc. Comment vous le voyez arriver dans votre travail et qu'est-ce que ça a comme impact pour vous et pour les usagers ? Alors, je dirais que déjà, depuis longtemps, il y a même à l'époque où Pôle emploi n'existait pas encore, moi quand je travaillais à la NPE, on avait déjà des principes de sous-traitance
nous, avec des organismes pour un certain nombre de prestations, demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, d'une part, voilà. On travaille effectivement avec des organismes de formation, des cabinets privés pour assurer l'accompagnement de certains demandeurs d'emploi, notamment à l'heure actuelle, c'est plutôt les plus autonomes. Donc c'est vrai que c'est une partie de notre travail, une partie du travail, du savoir-faire qu'on a aussi qui est où les choix ont été faits de le sous-traiter. Donc ça, alors une époque, il y avait peut-être une part de sous-traitance qui était gérable. Si effectivement après tout est sous-traité, ben nous on n'a plus, voilà, on perd. Vous êtes juste là pour gérer, on est juste là pour gérer, portefeuille de fournisseurs, voilà, ou de prestations. peut-être les demandeurs d'emploi les plus en difficulté au bout du bout. Bon, après effectivement, les agences intérim, ils sont aussi bien contents de déposer leurs offres à Pôle Emploi. Il faut quand même le dire. Voilà, ça fait partie des employeurs aussi qui travaillent avec nous. Alors ils sont sur le marché du travail, ils sont à la fois des fois partenaires et concurrents, mais bon, plus ou moins. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce que revendique la CGT là-dessus, c'est d'avoir un vrai service public à l'emploi. D'accord. On a nos compétences. On est déjà passé dans les revendications de la CGT Pôle emploi, c'est parfait. Donc répétons, quelles sont les revendications? La première, c'est moins de sous-traitance, moins de concurrence par des boîtes privées. Alors, moins de sous-traitance, en sachant que Pôle emploi aujourd'hui essaye de plutôt avoir de la co-traitance avec ses concurrents pour pouvoir travailler ensemble. De toute façon, on a tous besoin les uns des autres malgré tout, mais effectivement, nous, on demande effectivement à continuer à travailler avec nos compétences, puisque Pôle emploi a ses propres compétences et effectivement, c'est là-dessus qu'elle s'en sort. Il faut... Vas-y. Oui, non, sur les conditions de travail, après, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Voilà, après, effectivement, ce que revendique vraiment la CGT Pôle emploi aujourd'hui, c'est d'avoir plus de conseillers. On manque de personnel à Pôle emploi, c'est certain. Il n'y a pas de personnel en trop à Pôle emploi aujourd'hui. Comme on l'a dit tout à l'heure, au contraire, que ce soit du côté à l'emploi ou du côté à l'indemnisation, il manque du personnel. Voilà, au vu du travail qu'on a aujourd'hui. Demain, ça changera peut-être, mais c'est pas le cas encore tout de suite. Malgré tout ça, et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on nous demande à baisser nos budgets. Donc ça fait partie des grosses revendications de la CGT Pôle emploi. Arrêtons de baisser les budgets du fonctionnement de Pôle emploi. Si demain, on n'a plus les moyens de travailler pour les demandeurs d'emploi, c'est compliqué. Pour obtenir, comme tu demandais, un vrai service public de l'emploi, quoi. Tout à fait. Et oui, donc bon, j'espère que vous avez retenu quand même la leçon. Vous en prenez pas à votre conseiller Pôle emploi si vous a l'air un petit peu radin ou si vous trouvez qu'il a l'air un peu trop fatigué pour s'occuper bien de vous. C'est forcément, c'est au bout d'un moment, c'est des choix politiques tout pourris qui sont faits pour faire des économies. Bon, allez, pour se remettre un peu le moral, Jojo, qu'est-ce que tu nous as prévu pour le son? Alors là, on va aller faire un petit tour du côté de la Bretagne et surtout de la porcherie. Donc, je vais vous mettre la version des Ramoneurs de Menhir. Ok, big up. Porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Porcherie. Nous sommes à l'heure des fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et pas tous c'est la loi qui flingue. Porcherie. Prostitution organisée, putréfaction, gerbe et nausée. Le diamant crève les pas sans fil, l'attention mon métier actif. Porcherie. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, battus dans les cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Porcherie. Et en Turquie, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les rebelles vomissent dans les bunkers de l'isolement. Porcherie. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des bros. Message conduit à la démence, méthode devient ultra-violence.
la jeunesse emmerde le Front National. Alors ce qui nous fait une superbe transition. Oui, j'y pensais justement. Parce que bon, quand même, on a un petit truc à fêter. Juste avant de revoir. Bon, voilà. Théo, je te laisse annoncer ça. Oui, si vous l'avez pas vu, le Bastion Social, qui est donc quand même un groupe fasciste, si vous le saviez pas, c'est associé dans le nom, mais enfin, c'est eux qui se revendiquent du nationalisme révolutionnaire, donc ça veut dire fascisme, c'est ça que ça veut dire nationalisme révolutionnaire. Donc ils avaient implanté une antenne à Clermont-Ferrand, donc un petit local, le 14 juillet. On a fait une grosse manif de 1200 personnes le 12 juillet, qui a été super, en revendiquant notamment le fait qu'ils peuvent pas ouvrir un local parce que si des fachos ouvrent un local à Clermont, ça va entraîner des violences. Ça a été effectivement le cas. Ils ont attaqué plein de personnes. Il y a plein de plaintes qui sont posées, notamment la dernière en date, c'était début septembre, où ils ont attaqué 4 personnes qui passaient devant, qui ont juste eu le malheur de dire c'est le local des fachos. Ils sont sortis en trombe, ils les ont défoncés. Il y en a un qui a plus de 60 jours d'ITT parce que double fracture du tibia péroné, c'est quand même beaucoup 60 jours d'ITT. Il passe en procès donc vendredi. Et face à l'ampleur des conneries et à la résistance populaire des habitants, le Bastion Social National a décidé de dissoudre son antenne locale. Et donc, c'est une victoire de la mobilisation sociale. Oui. Bravo. Clairement premier sur l'antifascisme. On a réussi, on est la première ville à avoir réussi à botter le cul, je pense. Alors bravo. Ça, on peut se féliciter, je pense. C'était un effort collectif. Il y avait tout un collectif de lutte contre les extrêmes droites qui était là derrière. Il y a les habitants de la rue de la Treille qui étaient là aussi. Je pense que personne ne peut tirer la couverture à lui. Ça a été un grand match collectif, mais rondement mené quand même. Je dirais victoire par KO en 3 mois. Salut les nazes et on espère jamais vous revoir et amusez-vous bien en prison. D'ailleurs, ça vous apprendra à agresser gratuitement des gens. Mais par contre, tu voulais quand même nous dire que la xénophobie ne s'arrête pas au basson social. Oui, voilà. Alors on a réussi à éclater les fachos, mais malheureusement la xénophobie rampante et d'État est toujours malheureusement toujours pignon sur rue. Voilà, bon, vous savez que vous avez sûrement pu voir dans les journaux, on en a parlé la semaine dernière, que donc voilà, les migrants ne sont plus accueillis en France. Voilà, visiblement ils n'ont pas accès au 115. Quand ils sont mineurs, ils n'ont pas accès à l'aide sociale à l'enfance. Et on pourrait appeler ça de la préférence nationale de la part de la préfecture et du conseil départemental, si on avait envie de polémiquer un petit peu. Mais en fait, on polémique pas du tout, parce que c'est exactement le cas. Ce qui s'est passé quand même récemment, donc quand même au bout d'1 mois et demi, la préfecture a réussi à faire un truc incroyable, à savoir faire ouvrir des gymnases. Donc pour ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez vu quand il y a une catastrophe climatique quelque part, on peut ouvrir un gymnase en l'espace d'un quart de demi-journée. Quand c'est des étrangers, ça prend 1 mois et demi. Donc là tout de suite ils sont hébergés donc en collectif, forcément dans des gymnases. Dans un premier gymnase et dans un centre à Monange qu'on avait réussi à faire ouvrir l'année dernière quand le même cas de figure s'était produit à la fac de lettres. Monange est tellement mal géré, il y a tellement pas d'argent qui est mis sur la table qu'il y a beaucoup plus de rats et de puces de lit que d'êtres humains qui vivent à l'intérieur. C'est une honte. Tout petit peu indigne, voire beaucoup plus que ça. Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé aux familles, aux plus vulnérables. Pour les autres, donc il y en a encore qui sont place du 1er mai parce qu'ils attendent une très belle solution qui a été proposée par la mairie, à savoir de les installer dans un gymnase qui était voué à la démolition depuis 2 ans, qui a entre-temps été squatté et vandalisé. Donc voilà, on reconnaît la République à son grand cœur et à sa main tendue envers tous les étrangers, les exilés et les gens en fuite du monde entier. Donc voilà, j'espère que les pouvoirs publics ont quand même un petit peu honte de ce qu'ils font. Quand on discute avec les gens de la préfecture, visiblement pas. Mais nous, on va rien lâcher, on va continuer à se battre pour qu'ils puissent avoir un toit digne et surtout pour qu'ils puissent avoir accès à des papiers parce qu'on sait que c'est la seule façon de résoudre la crise de l'hébergement d'urgence qui justifie dans la bouche préfectorale que ces gens dorment dehors. Donc voilà, un toit c'est un droit, des papiers sur tous, pour tous, une école c'est un droit aussi. Et voilà, on lâchera rien. Ah, merci Clément. Est-ce que, voilà, il nous reste 5-6 minutes avant de devoir rendre l'antenne, est-ce qu'on ne prendrait pas cette histoire qu'on a évoquée, qui est qu'on est passé quand même d'un système de cotisation sociale... Retour à Pôle emploi. Ah oui, retour à Pôle emploi. De système de cotisation sociale à un système d'augmentation de la CSG pour financer le chômage. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, l'allocation de chômage
est financé par le biais des cotisations sociales, la cotisation sociale assurance chômage. Depuis le 1er octobre, cette cotisation a disparu des bulletins de salaire, donc on ne cotise plus à l'assurance chômage. Mais en contrepartie, le gouvernement nous remet 1,7% de CSG. En contrepartie, ça veut dire quoi ? La CSG, c'est un impôt. Donc, ça veut dire que Pôle emploi n'est plus financé directement par le biais de ses cotisations. C'est maintenant le gouvernement qui prend la cotisation, qui prend le financement pour l'assurance chômage. Mais là, comme ça, j'ai l'impression que c'est juste un problème de comptabilité, non ? C'est d'une caisse à une autre. Ça paraît effectivement un problème de comptabilité, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi ? Aujourd'hui, l'assurance chômage, elle est gérée par l'UNEDIC. L'UNEDIC, ce sont des syndicats patronaux, et des syndicats de salariés. C'est un paritarisme, c'est-à-dire que c'est et les patrons et les salariés qui décident ensemble de comment on va apporter l'allocation de chômage aux demandeurs d'emploi. Qui se met en place et qui permet comme ça de pousser dans un sens ou dans l'autre. Voilà, et de négocier. Demain, s'il n'y a plus de cotisation d'assurance chômage, ça veut dire qu'il n'y a plus d'UNEDIC. Donc déjà, c'est des suppressions de postes. De plus, il y a la problématique de l'impôt, le CSG, c'est le gouvernement. Le gouvernement ne pourra financer Pôle emploi qu'avec ce qu'il a envie de nous donner. Donc il a la pleine main sur... donc s'il a envie de restreindre les budgets, vu que ça a l'air d'être un petit peu ce qu'il a derrière la tête, tout à fait. Il a toute la liberté pour le faire. Donc avant, c'était des négociations, et maintenant, c'est l'État qui décide. Ça sera l'État qui décidera, tout à fait. De manière unilatérale. Forte de l'État, voilà. C'est là où c'est dangereux, effectivement. Et ça fait aussi partie de nos revendications, c'est-à-dire que nous, on veut toujours qu'il y ait une cotisation sociale. La cotisation sociale, ça nous permet effectivement... ça fait partie de notre protection sociale. C'est ce qui a été décidé en 1945 avec le Comité national de résistance, de créer une protection sociale, la sécurité sociale, l'assurance chômage et le placement, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, qui s'est créée plus tard, dans les années 50 et 60. Mais de toute façon, aujourd'hui, on balaye tout ça. Donc c'est tout ce qu'on appelle, en fait, les cotisations, c'est tout ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait une partie du salaire net qui était dans notre poche pour croûter aujourd'hui, et qu'il y avait tout le salaire brut qui était mis en commun pour s'assurer tous les uns les autres en cas de chômage, sociale, en cas de maladie, pour la retraite, etc. Ouais. Donc c'est encore du même tonneau que la casse de la Sécu qui nous propose, quoi. Tout à fait. Et donc la plus grosse problématique, c'est que demain, au lieu d'avoir une allocation de chômage qui représente environ 70% du salaire net actuel, demain, pourquoi pas faire une allocation forfaitaire ? C'est ce que veut prétendre le gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Mais une allocation forfaitaire, ça voudrait dire que, par exemple, si on gagne entre 1 000 et 2 000 euros, on touchera peut-être que 500 euros. Pourquoi pas ? D'accord. Voilà, on peut émettre toutes les hypothèses. Ça se fait dans certains pays. Du coup, pourquoi pas le faire en France ? Je ne suis pas pour ça, je le rappelle. C'est pas que... Avec toujours cette idée que plus les gens seront pauvres et plus ils vont accepter n'importe quel boulot, y compris si les conditions de travail sont dégueulasses, y compris si c'est mal payé, y compris s'il y a énormément de contraintes. Et cela dit, la dégressivité, par exemple, des allocations chômage, c'est quelque chose qui a existé une époque, déjà, qui a été connu en France, qui existe effectivement dans d'autres pays, parce que c'est quelque chose qui revient là, un petit peu sur le devant de la scène en disant, peut-être que ça va remettre les gens au travail, entre guillemets. Ça, on sait bien que ça ne marche pas, en tout cas pour l'impact sur le retour à l'emploi. Ça a déjà été évalué, etc. C'est uniquement, alors si on vient à ce genre de décision, ça sera uniquement pour des raisons budgétaires. Ouais. Mais l'argument souvent qui est avancé, c'est de dire, voilà, ça va pousser les gens, mais... Et ça, toutes les études qui ont été faites montrent que ça ne fonctionne pas. Voilà. Ça me fait penser un petit peu, alors je vais faire un lien un petit peu tiré par les cheveux, mais justement sur les questions de migrants qu'on a évoquées juste avant, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire moins ils auront accès à un toit, à de l'eau, à manger, c'est-à-dire qu'on est sur les besoins fondamentaux, et plus ils vont choisir de ne pas venir en France.
C'est-à-dire que là, c'est pareil, on a la preuve que ça ne marche pas, mais du coup, c'est jamais la faute de l'État, c'est toujours la faute de la personne, et plus on la met dans la merde, et plus elle va être soumise. D'où l'intérêt de stigmatiser les migrants, les demandeurs d'emploi. Ou les demandeurs d'emploi. Comme ça, l'intérêt, c'est que l'État ne prenne pas ses responsabilités, enfin, que les collectivités ne prennent pas leurs responsabilités. Tu déconnes, Manu, tu déconnes, grave. Mais Manu Reva. Ouais, Manu Reva, mais pas longtemps. On va le ramener à la réalité. Je vous remercie Laurent et Flore d'être venus parce qu'on va devoir voir l'antenne. C'était vraiment très intéressant. Ouais, on a appris des trucs. Ouais, ça m'a ramené en arrière. Johan pour la technique. Mais de rien, bonne soirée à tous et au mois prochain surtout. Ouais. Et voilà. N'oubliez pas que la jeunesse emmerde toujours le Front National, le Bastion Social et tous ces gros nazis qui malheureusement si vous les emmerdez, vous pouvez venir au rassemblement de leur procès qui sera vendredi à partir de midi. Voilà. Vous pouvez venir. Vous pouvez aussi venir le 5 novembre pour soutenir. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. CGT qui est visé par plainte pour avoir fait un truc odieux, vraiment entre ça et taper des gens gratuitement. C'est pour manif interdite en gros. Pour avoir participé à une manifestation, à un péage, au péage de Gerza. Et voilà, donc c'est encore de la discrimination envers les syndicalistes, voilà. Et si vous voulez contribuer aussi à faire reculer la xénophobie ambiante, n'hésitez pas à aller donner un coup de main, place du 1er mai. Il y a encore des gens qui vivent là-bas, il y a encore des gens qui ont besoin d'un coup de main, qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'avoir un peu de chaleur, qui ont besoin de bois pour se réchauffer le soir, qui ont besoin aussi juste de pouvoir discuter avec des êtres humains qui ne soient pas des gens de la préfecture complètement froids et complètement sans cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à y passer, à donner le coup de main, à apporter un peu de sourire. Et puis on lâche rien, parce que seule la lutte paye. À dans un mois. Au revoir. Up situations, stop. No, don't show. Just have a think before you. Will you stop? No, don't show. Just have a think before you. Will you stop? No, don't show. Just have a think before you. Will you stop? Oh, will you just have a think before you? My brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take all this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. So, why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations.